Une minute. Donc, bonsoir tout le monde. Désolé encore pour le problème technique qui arrive à chaque fois. Aujourd'hui, on va entamer un sujet d'actualité qui est le coup de chaleur et que tous les professionnels de santé doivent le connaître. Et sans tarder, je vais laisser la parole à Dr. Ben Sakhria, maître assistante en anesthésie et réanimation. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Dr. Ben Sakhria. Bonsoir, docteur Bourhantala. Bonsoir, l'équipe. Enfin, les retrouvailles avec nos présentations qui seront enregistrées et mettées sur notre chaîne YouTube. On va lancer cette fois-ci les urgences estivales qui étaient présentées l'année passée au niveau de notre hôpital à Marouat. Aujourd'hui, ça sera en ligne malheureusement. Mais ça ne fâche pas. En commençant par les coups de chaleur, puis on va faire d'autres thèmes, Inch'Allah. Pour les coups de chaleur, les objectifs que vous devrez apprendre aujourd'hui, c'est reconnaître un coup de chaleur, c'est de connaître les mécanismes de coup de chaleur et de connaître aussi les facteurs favorisant des coups de chaleur et aussi, vous pouvez revenir à la plaque Oui. et aussi mettre en œuvre un traitement d'un coup de chaleur. Voilà. L'introduction, en commençant on peut dire que les coups de chaleur sont une pathologie environnementale rare mais grave. Il s'agit d'une urgence médicale dont il faut faire un diagnostic le plus précocement possible. Le traitement, il est facile, très très facile. Je vais vous montrer après. Il n'a pas besoin vraiment des trucs vraiment adéquats ou bien compliqués et d'autant plus efficace qu'il est mis en œuvre précocement. La définition d'un coup de chaleur. C'est pas toute augmentation de la température du corps humain, on peut l'appeler un coup de chaleur. Le coup de chaleur doit être défini par la présence d'une température corporelle centrale, spécialement centrale, c'est-à-dire elle n'est pas mesurée dans le creux axillaire comme on fait d'habitude, mais beaucoup plus de la centrale. Elle doit être supérieure à 40 degrés Celsius, plus des signes neurologiques allant de la simple confusion vers le coma. Ça, dans les cas les plus graves. Plus absence d'arguments en faveur d'origine infectieuse. Pardon, docteur Ben Sakhria. D'après ce que je comprends, je dois avoir les deux. Il va sur la température plus du signe neurologique. Bien sûr. C'est pour ça, je vais parler après, toute augmentation de la température centrale plus des signes électriques doit être un signe d'alarme d'un coup de chaleur. Signe électrique neurologique. C'est neurologique, pardon. C'est des signes neurologiques doit être considéré comme un signe d'alarme d'un coup de chaleur. Donc, le coup de chaleur, c'est pas juste une simple augmentation de la température corporelle. Voilà. Sans oublier surtout, il faut pas oublier qu'il n'y a pas un contexte infectieux. Et il y a certainement un facteur favorisant. On va afficher après une liste des facteurs favorisants. La classification. Les coups de chaleur classiques, qu'on le connaît tous, c'est d'origine climatique qui définit la maladie liée à une exposition prolongée à des températures ambiantes élevées, c'est-à-dire c'est une température climatique. C'est une maladie rare, mais elle est plus présente dans les zones tropicales et elle touche beaucoup plus les sujets âgés et vulnérables qui présentent des tares. Il y a un coup de chaleur vraiment spécifique qui est le coup de chaleur d'exercice. Le coup de chaleur d'exercice c'est une conséquence d'un effort physique et intense et prolongé. C'est favorisé spécialement dans une atmosphère chaude et humide. Je vais vous expliquer après pourquoi. Dans certaines situations particulières, activité militaire, un marathon, essentiel, une activité sportive importante. Voilà, dans un milieu qui est clos et humide. Pardon, Ça, c'est une c'est quoi sidérurgie? Sidérurgie, c'est le ménager, ceux qui travaillent dans les mines. Voilà, ceux c'est qui D'accord, travaillent dans les mines. d'accord. C'est des milieux qui sont clos et humides en général. Là, certainement, on doit aborder un petit rappel physiologique pour dire ce qui arrive dans le coup de chaleur. Le rappel physiologique, on va aborder la thermorégulation. Pour la thermorégulation, normalement, dans l'état physiologique, le corps, on l'appelle, il est poikilotherme. Qu'est-ce que ça veut dire? Un noyau central où se trouvent les organes nobles, là où la température doit être fixe,
au moins, ou bien elle doit être constante pour la meilleure fonctionnalité des enzymes et des organes, puisqu'on sait tous que les enzymes sont des protéines qui ont besoin d'un pH constant et d'une température qui est constante. Là, le centre, le noyau du corps où se trouve doit être d'une température constante, mais les membres sont des organes où il y a le changement de la température en général. Par exemple, lorsqu'on a dans un milieu qui est froid, là, on doit avoir la température, on doit la partager au noyau. C'est-à-dire, il y aura une vasoconstriction des vaisseaux des membres, c'est-à-dire la partie périphérique, pour avoir une température, pour partager la température au noyau. S'il y a le contraire, on doit avoir une vasodilatation pour évacuer la température du noyau pour ne pas avoir une élévation de sa température. On a plusieurs mécanismes dans le cas de quand il y a une augmentation dans la chaleur. Il y a plusieurs mécanismes pour évacuer cet excès de chaleur. Il y a le mécanisme de la radiation. La radiation, ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est le déplacement de la température, c'est le déplacement de la température par radiation, c'est-à-dire du milieu le plus chaud vers le milieu le plus froid, que ce soit le corps ou bien le climat. D'accord. Par exemple, le deuxième mécanisme, c'est la conduction. La conduction, ça veut dire quoi? Lorsqu'on a un milieu, lorsque le corps il est chaud, il y aura une conduction vers la peau qui, en général, elle est plus froide. Par quel mécanisme? Je vais vous expliquer après. En général, si c'est par exemple la peau, elle est plus froide, ou bien on a mis des vêtements humides, c'est-à-dire qui seront plus froides que le corps, il y aura une conduction. C'est-à-dire la température, elle va suivre ce vecteur, c'est la conduction. C'est-à-dire elle a besoin d'un matériel. C'est pas comme la radiation. La radiation, elle n'a pas besoin d'un matériel pour la conduction, pour le déplacement de la chaleur. Mais la conduction, elle a besoin d'un matériel physique pour la conduction de la température. C'est-à-dire du corps, les liquides corporels, vers la peau. Et pour la convection qui elle est présente là avec la convection là, par exemple, lorsque la chaleur, elle arrive à la peau, elle a besoin d'une convection. La convection ne se fait pas sauf qu'il y a un courant d'air. On doit avoir un courant d'air pour déplacer cette chaleur. Donc, la conduction, on a besoin une matière physique pour transporter la chaleur. La convection, on a besoin d'un courant d'air pour transporter cette chaleur. Et le dernier mécanisme, c'est l'évaporation. L'évaporation, par quel mécanisme? C'est par les glandes sudorépares qui vont sécréter de liquide, de l'eau sur la peau pour refroidir cette partie de l'eau et favoriser la conduction. Voilà. Donc, on a trois mécanismes de la thermorégulation, la radiation, qui ne nécessite pas un matériel physique, la conduction, par contre, si, et la convection. C'est ça les mécanismes qu'on doit jouer sur pour, pour traiter ce coup de chaleur après. Donc, ces mécanismes-là, donc là, en général, la température se produit en général en cas de repos par les viscères, mais en cas d'activité physique, beaucoup plus par les muscles. En conclusion, la thermorégulation, elle est assurée principalement par le système nerveux central, qui est par l'hypothalamus principalement, donc par deux organes, le système nerveux végétatif et le système nerveux de, de la vie, ou bien le muscle et les muscles squelettiques. Le système nerveux végétatif, comment il va assurer cette thermorégulation? Par les glandes sudorépares, comme on a dit, par le mécanisme d'évaporation, par les vaisseaux, il va jouer sur leur tonus pour avoir soit la vasoconstriction ou bien la vasodilatation selon la situation de la température, et par le tissu adipeux brun qui est présent, si on se souvient bien de nos cours d'histologie, qui est présent chez les nouveau-nés. Parce qu'ils n'ont pas vraiment de muscles, comme on a dit, en cas de froid, ils n'ont pas de muscles pour assurer les frissons. D'accord? Donc, D'accord. ils vont assurer cette chaleur par le tissu adipeux brun, qui existe surtout chez le nouveau-né seulement. Et en cas le contraire de froid, là, on va assurer la production de la chaleur par les frissons musculaires.
D'accord. Là, on n'a pas besoin de cette partie. On a besoin, sauf les trois premières parties. En passant après à la physiopathologie. La physiopathologie, il y aura une altération de la boucle de la thermorégulation, soit par cétotoxicité directe de la chaleur qui va altérer directement l'hypothalamus. Vous pouvez bouger la plaque. Voilà. Là, par cytotoxicité directe sur l'hypothalamus, donc l'hypothalamus, il y aura un dysfonctionnement, donc il n'y aura plus un- comment on va dire, une autorégulation des glandes sudorépares ou bien des vaisseaux. Donc, c'est le thermostat. Pour comprendre l'hypothalamus, c'est le thermostat de l'être humain. Ça, exactement. Et il agit sur le fonctionnement des glandes sudorépares et les vaisseaux par action sur les systèmes cholinergiques. Comme on sait tous que les glandes sudorépares, il reçoit une certaine activation par le système cholinergique, D'accord. l'activation de l'exsécrétion et aussi les vaisseaux. Lorsqu'on a un dysfonctionnement de ce hypothalamus par cytotoxicité directe de la chaleur, il y aura ni l'évaporation par les glandes sédorépares, ni le fonctionnement des vaisseaux. C'est-à-dire, il n'y aura pas un fonctionnement des vaisseaux. Ça veut D'accord. dire qu'il y aura une vasoplégie, il y aura une activation du système inflammatoire et un CIRS. En général, il y aura un CIRS. Mais est-ce qu'on a le droit de dire le mot vasoplégie ou dire justement il n'y a pas eu de Pas vraiment une réactivité? vasoplégie. Il n'y aura pas une vasoplégie, mais il y aura un dysfonctionnement des vaisseaux. C'est-à-dire, il n'y aura pas une adaptation avec la température de corps. D'accord? D'accord, ça marche. Il n'y aura pas une activation. Même on pourra avoir une vasoconstriction, pas vraiment que la vasoplégie. En addition avec cet dysfonctionnement du système nerveux central qui va toucher les glandes sudorépares et les vaisseaux, il y aura aussi certains, c'est-à-dire ces mécanismes seront dépassés et il y aura le coup de chaleur qui sont associés avec certains facteurs défavorisants. D'accord. Facteurs favorisants, pardon. Là, une liste qui n'est pas vraiment exhaustive, qui associe tous les facteurs allant de la comorbidité, comme on a dit toujours, le coup de chaleur touche les patients, les sujets qui sont vulnérables, bien sûr, qui présentent certaines pathologies. Certains médicaments, bien sûr, ils vont altérer le fonctionnement cholinergique sans atteinte de l'hypothalamus, comme les Et, neuroleptiques pardon, docteur et le- Benzakhria, ils vont altérer les voies de l'hypothalamus, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de réponse de l'hypothalamus au corps, c'est ça? Exactement, exactement. Surtout en action sur les vaisseaux. Certains antidopaminergiques, ils vont altérer la réponse de l'hypothalamus face à la température. Les diurétiques? Les diurétiques par diminution de la volémie, donc les glandes D'accord, sudorépares, ils donc vont c'est pas directement. c'est pas directement. Tous les médicaments, ils ont un certain mécanisme. D'accord, Surtout les diurétiques, ils vont assécher le patient et il va pas trouver la volémie, quoi. C'est-à-dire le volume hydrique correct pour l'évacuer. d'accord, Certaines professions qui peuvent favoriser cette coup de chaleur et aussi certains facteurs environnementaux. C'est une liste. Je dis bien que c'est pas vraiment exhaustif puisqu'on a plusieurs facteurs. J'aimerais bien que vous gardez en tête les patients qui sont vulnérables, qui ont des pathologies chroniques, cardiopathes, obèses, certaines maladies des poux, et surtout s'ils sont sous certains médicaments. On d'accord, passe. bien sûr. Maintenant, en passant au diagnostic positif. Le diagnostic positif, il y a certains signes d'alarme cliniquement. Certainement, c'est la fièvre, comme je vous ai dit, c'est une température centrale qui est supérieure à 40. Est-ce que c'est un critère constant, la J'ai fièvre? pas entendu. La Oui, j'ai fièvre pas est un entendu. critère constant. Est-ce que c'est un critère constant? Oui, oui, certainement, c'est un critère constant. D'accord, Toute je vais vous résumer à la fin de cette plaque. La d'accord, fièvre qui doit être supérieure à 40 degrés. Le pouls et la respiration rapide pour essayer d'évacuer certains, soi-disant, la fièvre en général, pour évacuer certains capitales thermiques. Les maux de la tête, c'est le premier signe alarmant vers les signes neurologiques. Pourquoi on aura des maux de tête? Parce qu'on aura une vasodilatation.
la vasodilatation, donc augmentation du débit sanguin, augmentation de la pression intracrânienne. On aura aussi des nausées et vomissements, soit suite à l'augmentation de la pression intracrânienne ou bien des signes neurologiques. La peau qui devient sèche, ça, c'est le signe d'un dysfonctionnement des glandes sudorépar. On n'aura plus, c'est bon. Les mécanismes d'adaptation sont dépassés. C'est pour ça qu'on a ce coup de chaleur. La peau, elle devient sèche, rouge et chaude. Et là, en général, elle doit être froide par l'évaporation, par la sudation. D'accord. Là, c'est l'installation des... Pardon, on peut revenir. Là, l'installation des signes neurologiques, elle peut être juste une confusion, changement de comportement, surtout chez les sujets âgés, délire, voire convulsion, et finalement la perte de conscience dans des états dépassés où il n'y a pas un traitement qui est mis en route. Donc, je répète, toute fièvre allant à 40 degrés plus des signes neurologiques, c'est un coup de chaleur qui doit être hospitalisé, sinon il y aura une aggravation. D'accord. Voilà, le diagnostic positif biologique, on pourra, comme je vous ai dit, dans l'état la plus grave, c'est la défaillance multiviscérale. Donc, on pourra avoir des troubles acido-basiques selon le stade de ce coup de chaleur, parfois une alcalose respiratoire liée à l'hyperventilation. Et là, L'hyperventilation. oui, et l'acidose métabolique, si on a vraiment la défaillance multiviscérale, surtout lactique, parce que là, comme je vous ai dit, la défaillance multiviscérale veut dire il y a une hypoxie et l'insuffisance de, c'est-à-dire il y a les organes sont en état de choc, en état de choc tout simplement. Ils ne reçoivent pas leur perfusion correctement les organes. Donc, il y aura aussi diminution d'hypovolémie, les signes d'hémoconcentration, le patient il est vide l'hyperprotédémie, l'hématocrite qui est élevé. On pourra avoir une rhabdomyolyse, comme je vous ai dit, par la rhabdomyolyse par la défaillance de l'époxy tessulaire et Et, l'acétolyse hépatique. pardon, Euh, je vous arrête, docteur Menskhria, concernant le trouble ionique, parce qu'une question qui me vient toujours à l'esprit, concernant la natrémie. Comme j'aurai une déshydratation par un coup de chaleur, j'aurai une déshydratation. Est-ce que j'aurai une hypernatrémie par conséquence? Ou c'est différent du tableau? là, on a fait une dernière présentation selon les dysnatrémies. Si vous voulez qu'on la fait ensemble, je n'ai aucun souci. La déshydratation, finalement, elle n'a aucun lien avec la natrémie en elle-même. Elle a un lien avec la tonicité. D'accord, d'accord. Voilà. Mais en Donc, résumant, juste en résumant, est-ce que j'aurai une en résumé, hypernatrémie en sur un résumé, coup de chaleur ou non? vous pouvez avoir en général une hypernatrémie, oui. Une hypernatrémie parce qu'il y a une déshydratation, puisqu'il y a une déshydratation mixte, on peut dire. D'accord, C'est vrai, en général, on dit l'hypernatrémie à la déshydratation intracellulaire. Mais d'accord, dans ce cas-là, il n'y aura pas que l'intracellulaire, mais elle est beaucoup plus extracellulaire qui s'est évaluée vers une intracellulaire. Donc, on aura d'accord. une dysfonction mixte Et, avec une hypernatrémie, le et plus, j'- c'est-à-dire- oui, et hein? j'attire l'attention sur la rhabdomyolyse. La rhabdomyolyse est souvent négligée par les professionnels de la santé. Il faut toujours savoir évoquer une rhabdomyolyse si devant des efficaces supérieures à 5 fois la normale. C'est ça, docteur Benskria. Oui. Mais il faudra chercher toujours le contexte, que ce soit infectieux, choc thermique, mais on va essayer de faire une présentation concernant la rhabdomyolyse, parce qu'elle conduit toujours vers l'IARA, et on ne sait pas comment cette IARA s'est installée. Mais finalement, c'est une rhabdomyolyse. On va essayer de voir une Exactement. présentation de rhabdomyolyse par la suite. La rhabdomyolyse, elle est négligée dans le contexte de coup de chaleur, puisque déjà, de dire que le coup de chaleur dans sa forme grave, il est associé avec un CIRS et un syndrome inflammatoire allant jusqu'à la défaillance multiviscérale, la plupart de personnels ne sont pas convaincus par ça. Mais si le dysfonctionnement de l'hypothalamus, il va lancer une alerte qu'il y a une agression. L'agression veut dire l'activation de la cascade inflammatoire. C'est pour ça qu'on aura l'exagération de la réponse inflammatoire et la défaillance multiviscérale. Là, pour la rhabdomyolyse et l'hypercalémie et la CIVD sont plus marqués dans le coup de chaleur d'exercice, plus que le coup de chaleur classique. Il n'est D'accord, pas vraiment abordé dans cette présentation. Là, on base sur le coup de chaleur classique. d'accord. On passe. Le diagnostic différentiel. Comment on doit faire le diagnostic différentiel? C'est toute hyperthermie avec des signes neurologiques, c'est pas un coup de chaleur. Pour faire juste la différence.
On a machine, donc, comme je vous ai dit dans le diagnostic, hyperthermie à 40 plus c'est neurologique, c'est un coup de chaleur. S'il y a les facteurs favorisants, s'il n'y a pas un contexte infectieux, et ainsi de suite. Mais quand on a une hyperthermie avec signe neurologique, il faut éliminer d'abord une méningite par Bien sûr. l'examen d'LCR et ainsi de suite. Il faut éliminer l'hyperthermie maligne per-anesthésique. Ça, c'est un contexte vraiment à part, puisqu'on aura, c'est-à-dire c'est un contexte à part lorsqu'on utilise certains anesthésiques halogénés par gaz, veut dire des gaz anesthésiques. Il y a aussi le syndrome malin des neuroleptiques qui est très fréquent et on fait en général, il est en confusion avec ce coup de chaleur. C'est des Et patients en pardon, général. docteur Ben Skharian, j'ouvre cette Oui. parenthèse pour évoquer la mémoire de professeur Okali Allah yarhamou, qui a toujours insisté pour évoquer le syndrome malade neuroleptique. J'ai toujours son image qui est en train de me faire, qui est en train d'évoquer à chaque fois le syndrome malade neuroleptique. Donc, dans quel contexte on évoque, docteur Ben Skharian? J'ai bien aimé un commentaire de Dr Mazouj. Dr Mazouj, merci beaucoup. S'il y a un contexte infectieux, il y aura les frissons. Là, je sais bien qu'il se souvient par ma présentation que j'ai présentée par l'hyperthermie infectieuse. Oui, mais les frissons ne sont pas présentes que dans l'infection, mais beaucoup plus dans le syndrome malin des neuroleptiques, puisqu'on aura des contractions, c'est pas vraiment des frissons, il y aura des contractions importantes du corps. Le syndrome malin des neuroleptiques, je répète, c'est pas un surdosage, mais c'est une situation Une réaction. euh, voilà, c'est une réaction qui est due à l'utilisation prolongée des neuroleptiques. C'est-à-dire, n'importe quel patient qui est sous neuroleptique, il peut avoir cette complication. Voilà. Donc, il faut éliminer le contexte de patient qui prend des neuroleptiques, le contexte de la prise c'est-à-dire qui a eu une intervention par inhalation des gaz anesthésiques. Et aussi, il faut éliminer d'abord une infection. Le diagnostic de gravité, là, quand est-ce qu'on dit que le coup de chaleur il est grave? Lorsqu'on a les détresses en général, c'est-à-dire l'aggravation des signes, lorsque le coma il est profond, lorsque l'hyperthermie Docteur elle Ben est supérieure. Skharian, pardon, Oui, juste une question. oui, Concernant le oui. compte chaleur, est-ce que c'est un coma profond, c'est un coma agité ou un coma calme? Ça commence par une agitation. Non, non, d'accord. Mais à la fin, c'est un coma calme. C'est un coma calme, oui. Ça commence par une agitation, un délire. Je voulais attirer votre présentation, surtout ceux qui ont sujets âgés, lorsqu'il y a un changement de comportement chez ces sujets âgés, surtout dans la saison estivale. Là, il faut attirer leur attention, probablement par défaut de déshydratation, probablement ils sont en train de faire un coup de chaleur. Et Surtout le changement de je comportement vous et arrête le délai pour âgé. ouvrir une parenthèse. Juste changement de Oui, comportement chez les personnes âgées égale aussi dysnatrémie. C'est très, très donc fréquent. déshydratation, coup de chaleur, c'est le même contexte. Exactement. Il faut réhydrater, il faut les réhydrater et il faut les refroidir. D'accord. Alors, comme je vous ai dit, le diagnostic de gravité, c'est beaucoup plus lorsqu'on a un coma profond. C'est-à-dire, c'est pas que la confusion et le délire et ces troubles, c'est vraiment le coma profond, c'est-à-dire inférieur à 8, score inférieur à 8. Lorsque l'hyperthermie il est supérieur à 42, là, il y aura une dénaturation des protéines, il y aura un dysfonctionnement de tous les enzymes du corps. Lorsqu'on a des états de choc avec Pardon, une docteur anurée, Baskaria, je sais qu'on va voir la partie thérapeutique, mais est-ce que dans l'hyperthermie importante supérieure à 2, si comme des films, on voit qu'ils vont essayer de refroidir la personne par des glaçons, etc. Est-ce que oui, c'est vraiment le cas? j'ai pas entendu. Quand il y a une hyperthermie importante supérieure à 42, on a l'habitude de voir dans des films où ils vont essayer de refroidir les personnes avec des glaçons. Est-ce que c'est Je vraiment vais le arriver cas? à la prise en charge. Je vais arriver à la prise en charge. D'accord, d'accord. On va aborder ça dans la prise en charge. Lorsqu'on a un état de choc, comme je vous ai dit, l'état ultime, c'est la défaillance. Donc, on aura des organes en choc, une anurée, une CIVD, une insuffisance hépatocellulaire, une ischémie mésentérique, détresse respiratoire. Là, et le score, quand il est, qui est élevé, là, c'est un score de mortalité qu'on le calcule en réanimation. Et lorsque le TP il est bas, c'est un signe d'une CIVD importante. Donc, Et ça bien peut sûr, donner si on syndrome hémorragique. oui, 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 par la consommation, la CIVD.
Il y aura D'accord. une consommation accrue des facteurs de coagulation. Et si c'est cet état de choc, on a commencé l'utilisation des catécholamines, bien sûr, là, c'est le pronostic, il est mauvais. On passe. En allant après ces complications, on peut aller jusqu'au pronostic. Le pronostic, il est défavorable en l'absence de traitement. La mortalité, elle peut aller jusqu'à 50%, puisque comme je vous ai dit, la température et le pH, c'est pas vraiment des trucs qu'on peut jouer avec. C'est le dysfonctionnement de toutes les enzymes du corps. Le pronostic dépend vraiment des parts du patient, la gravité initiale et le retard de la prise en charge. Les complications qu'on peut observer, comme je vous ai dit, il y aura la CIVD, donc il y aura les complications thromboemboliques de la CIVD et ces complications hémorragiques. Donc les complications thromboemboliques, le syndrome coronarien et toutes les complications, on pourra avoir des nécroses tubulaires aiguës, l'ischémie mésentérique et les complications hémorragiques de tout type. Voilà, de tout type. Là, il y a un score qui a été créé qui décrit trois classes de gravité, un score à calculer. C'est le patient qui était sous Pardon, diurétique. docteur Qui... Benskria, il nous reste 9 minutes, hein. Il n'y a pas de souci. On va terminer avant. C'est le patient âgé de 80 ans, s'il y a une pathologie cardiaque, il y a certains facteurs, il faut les associer et calculer le score. Si le score A supérieur à 13, c'est le patient a supérieur à 13, ce score elle est supérieur à 13, là, la survie, elle est juste à 18%. Donc, c'est vraiment important de calculer ce score. J'aimerais bien qu'on l'intègre dans la prise en charge de nos patients. On passe. La prise en charge. La prise en charge, là, elle est initiale, c'est-à-dire on peut la réaliser en pré-hospitalier par les gens qui ont vu le patient qui est en train de détérioriser sa fonction neurologique. Ils le trouvent, comme je vous ai dit, sa peau, elle est sèche et ainsi de suite, puisqu'impossible, un patient dont le mécanisme d'évaporation et le mécanisme de la thermorégulation dans les normes, il va faire un coup de chaleur. Donc, on a vu un patient avec les signes cliniques qu'on a déjà mentionnés, il faut le déshabiller, il faut assurer une bonne oxygénation, c'est-à-dire lors de le transport, assurer la Pardon, liberté docteur des voies. Benskria. Oui, Oxygénation, s'il y a un syndrome de tracé respiratoire ou d'emblée. bien sûr, il faut l'assurer puisque surtout le patient il sera en hyperventilation. Donc, il va D'accord. s'épuiser tôt ou tard. Il faut assurer la liberté des voies aériennes, surtout s'il commence à dégrader son score. Il faut mettre au moins une voie veineuse pour nos perfusions. Il faut l'intuber s'il un score est inférieur ou égal à 8 et commencer notre réhydratation par les cristalloïdes, pas par les colloïdes, comme je vous ai dit. C'est un patient qui est déshydraté. Si on va lui transfuser les colloïdes, ils n'ont rien à voir. Les colloïdes, c'est des macromolécules qui aspirent le liquide du milieu interstitiel. Le patient, il est déshydraté, donc il faut le remplir. Donc, il faut utiliser les cristalloïdes, pas plus d'1,5 litre. J'insiste toujours, du remplissage limité pour ne pas diluer ce qu'il reste des facteurs de coagulation, puisqu'il y a une CIVD certainement. Il faut Attendez, monitorer. parce que là, c'est très, très, très important. Oui, Donc, si je suspecte une CIVD, je ne dois pas aller plus de 1,5 litre, c'est ça. Mais s'il n'y a pas de soit CIVD, est-ce que je peux aller. je suis toujours contre le remplissage excessif, puisque parfois, puisque comme je vous ai dit, le cristalloïd, ce qui est disponible chez nous, c'est en général pas le Ranger lactate, c'est le salé isotonique. Le salé isotonique, si on remplit trop, on va causer une acidose métabolique hyperchlorémique. Déjà, le Très patient, bien. après l'acidose, comme on l'a dit, après l'alcalose respiratoire, il va avoir une acidose métabolique. Donc, on va aggraver cette acidose. Pas que la température qui est défavorable, on va aussi altérer le pH. D'accord? D'accord, Donc, d'accord. je suis toujours pour le remplissage limité. Et finalement, il faut monitorer les paramètres et surtout la température centrale. Donc, avoir la température centrale par voie rectale ou bien par voie œsophagienne.
Ici, par exemple, Il j'ai y a une des cas, hypernatrémie associée. Je ne dois pas utiliser que du salé. C'est vrai que c'est une déshydratation globale. J'ai besoin du salé pour le milieu extracellulaire, mais j'ai besoin de quelque chose pour le milieu intracellulaire, n'est-ce pas? Ça doit être de l'eau euh, plate si je peux utiliser une sonde nasogastrique, sinon ça doit être du justement, glucosé. Justement, là, on est dans la phase initiale. Le patient a besoin de volume. Si vous allez transposer, c'est-à-dire, il a besoin de volume dans ses vaisseaux. Donc, il a besoin de salé isotonique. Pour l'hypernatrémie que vous parlez en général, on utilise des solutions. La solution de l'eau potable, elle est délaissée. J'aimerais bien qu'on fait une présentation des dysnatrémies selon la nouvelle formule et la nouvelle méthode Ça serait de mieux. correction. C'est très intéressant. Ça serait mieux, oui. C'est D'accord, on abandonné, avance. c'est très abandonné, la dysnatrémie de corriger la moitié dans 24 heures et 48. C'est D'accord, très on va la abandonné. faire, Inch'Allah, une autre fois. On continue pour gagner du Sinon, temps. pour la prise en charge spécifique, c'est le refroidissement. Et rien que le refroidissement. Le but, c'est d'accélérer le transfert de la chaleur de la peau euh, à l'environnement, c'est-à-dire d'apporter la chaleur de ce corps-là vers l'environnement. Il ne faut pas compter sur les mécanismes de corps, parce que c'est bon, et surtout l'évaporation, elle est dépassée. Là, il faut créer nos mécanismes à nous-mêmes. L'objectif est de ramener la température corporelle centrale au-dessus de 39. D'accord? Et pas inférieur à 39, surtout dans la première heure. Si la température elle est inférieure à 38, le refroidissement sera interrompu. Là, je vais arrêter un peu. Pourquoi il ne faut pas trop refroidir le patient? Puisque si vous allez trop refroidir le patient, il y aura une vasoconstriction de la peau. Et là, on va créer un système clos. C'est-à-dire, il n'y aura plus un transfert de la température du noyau vers la peau. Et ça, c'est très dangereux. D'accord? Il faut laisser à la peau de restaurer ses mécanismes. On n'est pas là pour les D'accord, remplacer, c'est juste pour les substituer pour un temps qui est d'accord, vraiment limité. En commençant par le refroidissement externe, là, on va jouer sur les mécanismes que je vous ai dit. On pourra jouer sur la radiation, c'est-à-dire là, il faut, et la radiation et la conduction. Là, il faut mettre le patient, la meilleure façon, c'est l'immersion dans l'eau froide. C'est la méthode la plus radicale. C'est-à-dire un patient qui est chaud dans un milieu qui est froid, là, il va vraiment jouer sur cette élévation de la température. mais est-ce que Si c'est ce n'est pas le traumatisant cas, pour le patient? Une j'ai dit immersion eau dans l'eau froide, c'est froide. pas eau glacée. Eau froide, c'est pas eau glacée. Même eau froide, où le patient il a une température à 42. C'est traumatisant, non? Non, non, c'est pas traumatisant. D'accord. Il y aura un Le patient traumatisme. doit être Pas agité, une eau non? glacée. Le Je patient vous ne ai doit bien pas être dit. agité. Non, 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 non. Chauffe. Là, pour l'immersion de l'eau froide, il s'est trouvé que c'est la méthode la plus radicale. Mais la plupart des temps, c'est des patients inconscients. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est la méthode la plus radicale, mais c'est pas la plus utilisée puisqu'elle n'est pas vraiment pratique. D'accord. De mettre une piscine dans les urgences et de faire une immersion de tous les patients dans cette piscine, c'est pas vraiment évident dans nos urgences. Donc, la méthode la plus utilisée, c'est de faire le refroidissement externe de mettre des vissés de glace sur les principaux axes vasculaires. Là, on peut permettre un certain refroidissement externe. Le refroidissement interne qui est le plus efficace, c'est de faire des perfusions de soluté glacée ou bien refroidie et faire de lavage gastrique à l'eau glacée et ça, surtout chez des patients conscients. Si les patients n'est pas conscient, on aura des inhalations. Et ça, c'est plus grave que le coup de chaleur en Même lui-même. en utilisant une sonde nasogastrique, on aura Oui, des... oui, une sonde D'accord. nasogastrique chez un patient conscient, il va la tolérer. Comme le cas dans les intoxications médicamenteuses. C'est des patients en D'accord. général conscients. Essentiel et doit être sur un patient conscient. On fait un lavage gastrique puisque c'est l'organe le plus accessible dans le noyau. Le lavage péritonéal ou bien circulation extracorporelle qui malheureusement n'est pas disponible chez nous, mais il faut quand même les citer. Là, on a utilisé le refroidissement interne, le refroidissement sur les principaux axes en surveillant bien sûr toujours en permanence la température. Si on est arrivé à une température à 38, on doit arrêter.
Si ce n'est pas le cas, on va ajouter des couvertures. Là, on va jouer sur la conduction et la conduction et la convection. La conduction, comme je vous ai dit, c'est la déplacement dans la température en utilisant un matériel physique. Là, on va utiliser des compresses ou bien un tulle ou bien un drap qui est humide sur le corps du patient et en utilisant aussi des ventilateurs pour faire le mécanisme de la convection. L'intérêt des ventilateurs pour bouger cette air qui est, pour donner un certain courant d'air qui va modifier cette chaleur qui est au niveau de la peau, qui est arrivée au niveau de la peau. Pardon, Donc, on pardon, va, je vous arrête pour vous dire que ça va être coupé dans moins d'une minute. Si on se coupe, on rejoint sur le même lien, comme on a fait précédemment. ça marche. Donc, cet dernier mécanisme est très intéressant puisque qu'est-ce qu'on va faire? Quand vous allez mettre un tulle humide sur la peau, ça va faire une conduction de la température du corps vers la peau. Lorsqu'elle s'est arrivée à la peau, cette courant d'air par le ventilateur, il va faire une convection, c'est-à-dire un déplacement de ce mouvement d'air et refroidissement de la peau. Après la 38, après la 38 et la bonne réhydratation du corps, là, on peut dire que Donc, deuxième partie de notre thème très intéressant qui est le coup de chaleur. Ils sont partis, je vous laisse reprendre, docteur Nskria. juste un petit résumé, la prise en charge consiste exactement au refroidissement, soit qu'il est externe par les WC de glace sur les principaux axes vasculaires, axillaires ou fémoraux, le refroidissement interne par principalement la perfusion des solutés de remplissage cristalloïdes qui peuvent qui ont un bénéfice mixte qui est la restauration de la volémie et aussi le refroidissement. Et ainsi, le lavage gastrique d'eau glacée qui a trouvé son bénéfice chez les patients, je dis bien conscients. Pardon, concernant la circulation extracorporelle, est-ce que vous avez vu des exemples? Non, J'en ai vu des circulations extracorporelles, mais jamais en cas de refroidissement. Donc, je vais essayer de la partager dans la page par la suite. Je vais essayer de chercher. j'aurais bien aimé voir un exemple puisque le principe paraît intéressant. Qu'est-ce qu'on va faire au lieu, c'est-à-dire Là, on concernant va la faire, machine de dialyse, c'est pas possible parce que la température ne baisse pas au-dessous de 32, je voilà, c'est crois. tout, J'ai oublié. exactement. J'ai oublié. La température ne baisse pas trop. Mais ça va causer d'autres problèmes comme l'hémolyse et tout. Je vous laisse terminer. On va essayer de chercher ça en notre tour. Et dernièrement, d'utiliser des tulles qui sont humidifiées avec des ventilateurs pour utiliser les mécanismes de convection et la conduction. On passe. Docteur, Oui. s'il vous plaît, j'ai une question. Concernant le refroidissement interne, est-ce qu'on peut utiliser les cristalloïdes froides, un sérum salé froid? Et rien que ça. Et rien que ça. Je vous ai bien dit que dans le refroidissement interne, c'est de perfuser des solutés de remplissage qui sont glacées, euh, beaucoup plus correctes, des solutions qui sont froides. Froid, mais à quel degré? À quel degré où ça devient dangereux? Ça peut pas être dangereux puisque le patient, il est en Kuchala. Il est D'accord. en hyperthermie. D'accord. Bien. Donc, je voudrais juste vous dire un truc, puisque là, quand vous allez transfuser des solutés qui sont froides, le patient, sa température corporelle et la température de son liquide sanguin, elle est supérieure à 40. Lorsque vous allez perfuser des solutions qui sont froides, on va dire qu'elles sont à 4 degrés ou bien à 6 degrés, ça va pas vraiment, c'est-à-dire ça va refroidir. Bien sûr, comme je vous ai dit, on est en train de monitorer la température. Si la D'accord. température, il y aura une baisse, on va arrêter cette perfusion. C'est Et pour ça on va pas. Oui, est-ce que le lavage péritonéal est fait à notre niveau? Parce que c'est très facile un lavage péritonéal. C'est comme la dialyse péritonéale. Juste, on introduit un cathéter. d'accord. Est-ce que c'est fait chez nous? Lavage péritonéal. Justement, c'est des techniques qui ont prouvé leurs bénéfices ailleurs. Ces Et est-ce techniques qu'on fait n'ont ça? jamais. Non. Non, justement, ces techniques, j'ai essayé de retrouver, je n'ai pas trouvé un cas ou bien une étude ou bien à propos d'un cas qui sont utilisés, le lavage ou bien la CEC. Je n'ai D'accord. pas Non, là, trouvé. si aussi, Même docteur le Mazo lavage a, gastrique, docteur même le lavage Mazo, gastrique.
Oui, Pardon, docteur Benskria, docteur Mazo a répondu pour la circulation corporelle, il a mentionné l'ICMO. Je ne sais pas si on peut baisser l'ICMO, je la connais comme une méthode d'oxygénation extracorporelle pendant un arrêt cardiaque. Mais je ne sais pas justement, si c'est le on même peut. mécanisme. C'est le C'est le mécanisme de même l'ICMO, ou mécanisme. bien la circulation extracorporelle. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans la circulation extracorporelle pour l'oxygénation, puisque le sang n'arrive pas à avoir son oxygénation du poumon. On va le faire sortir du corps et on va l'oxygéner, on va le refaire retourner au corps. C'est le même mécanisme de la refroidissement. On va sortir toute la quantité de liquide sanguin, on va la passer par un appareil refroidissant et ce sang qui est froid, il va retourner vers le corps. C'est ça le mécanisme. On va refroidir le liquide sanguin. C'est-à-dire, D'accord, au lieu de lui transférer, de transfuser des solutés qui sont froides, on va le refroidir lui-même. d'accord, C'est très intéressant ces deux techniques. Je pourrais vous dire, ou bien je pourrais vous assurer que les perfusions de solutés de remplissage qui est glacée, qui peut être utilisée. Le lavage d'accord, gastrique, j'insiste bien et je vous encourage de l'utiliser, c'est très important. Et aussi le lavage péritonéal, c'est des techniques qui sont intéressantes et je pense pas qu'ils présentent vraiment des dangers sur la vie du patient. d'accord. Là, On passe. après, oui, cette plaque, elle présente certains remarques. Alors, aucun médicament qui a prouvé son efficacité pour accélérer le refroidissement, c'est-à-dire aucun médicament à administrer. Le paracétamol, par son effet antipyrétique, oui, il est administré, mais il n'a pas trouvé vraiment une efficacité. Pourquoi? C'est un antalgique qui joue en général sur le thermostat qui est l'hypothalamus. L'hypothalamus, Donc, il est en dysfonctionnement. en conclusion, Donc, est-ce pas de qu'on mieux. l'utilise ou non? Non, je vous ai dit que le paracétamol, par son effet antalgique, il va jouer sur le thermostat. Le thermostat, là, il est en dysfonctionnement. Donc, pas D'accord, besoin. donc L'aspirine, alors là, l'aspirine est déconseillée puisque je vous ai dit la qu'il y a un majorité risque hémorragique. d'hémorragie. Voilà. Les glucocorticoïdes, puisqu'on utilise des corticoïdes pour guérir toute pathologie, pas la peine d'utiliser des corticoïdes. Et le dantrolène, qui est un antidote de l'hyperthermie maligne liée aux anesthésiques, aussi, ils n'ont pas trouvé leur place ici. D'accord. Là, dans la réanimation, puisque les patients qui ont un coup de chaleur simple à hospitaliser, bien sûr, et ceux qui présentent des signes de gravité que je vous ai mentionnés dans la plaque de gravité, là, c'est des patients qui à hospitaliser au niveau de la réanimation. Des patients hospitalisés en réanimation, donc, s'ils présentent une détresse respiratoire ou bien un score neurologique qui est altéré, là, c'est la ventilation. S'il présente un état de choc, instabilité hémodynamique, le remplissage avec des drogues vasoactives, surtout la noradrénaline, puisque c'est une vasoplégie beaucoup plus. Et s'il y a un dysfonctionnement d'organes et surtout Pardon, l'insuffisance docteur rénale, Benskharia. Si j'utilise la oui, noradrénaline, je vais occasionner une vasoconstriction. La vasoconstriction vasoconstriction. va nous faire introduire dans un cercle vicieux. C'est ce que vous avez dit, non? Oui, justement, mais Là, on là, n'a pas on le oublie, choix, comme vous je vous dites. ai dit, voilà, on oublie les mécanismes qui sont déjà dépassés. Vous allez utiliser le refroidissement par voie interne. Vous allez refroidir le noyau. Après le dépassement de cette phase d'inflammation importante, vous pouvez arrêter, puisqu'on n'a pas le choix. Comme vous avez dit, on est devant un état de choc. On n'a pas vraiment le D'accord. choix. On passe. Oui, Il n'y a pas mieux que la prévention. Il faut vous protéger et protéger vos proches, surtout les sujets âgés. Il faut les bien réhydrater dans la saison lorsqu'on a une canicule. Il faut être vigilant aussi si vous avez trouvé certains de vos proches qui présentent des signes neurologiques, délire, changement de comportement. Il faut signaler ça. Voilà. Il y a certains pièges à mentionner. Parfois, on ne sait pas le diagnostic devant une hyperthermie avec trouble de conscience. Là, je vous ai bien détaillé les signes cliniques, surtout s'il y a une peau sèche ou bien tous les signes qui sont associés avec. est-ce que la peau Hyperthermie. sèche n'est pas constante? C'est ça. C'est pas constant, mais c'est un signe en faveur d'un coup de chaleur, puisque les mécanismes, ça signe le dépassement des mécanismes de compensation. Voilà. Donc, l'hyperthermie avec trouble de conscience après l'élimination d'une infection,
il faut toujours l'évoquer. D'accord. Parfois, comme je vous ai dit, il faut toujours éliminer une complication infectieuse, parfois diagnostiquée très difficile. C'est l'intérêt de la procalcitonin qui nous oriente vers une infection bactérienne la plupart des cas. Là, parfois, quand on commence la réhydratation, on oublie de faire un bilan hydroélectrolytique. Comme vous allez dire, puisque dans les coups de chaleur, ils ont signalé, comme je vous ai dit, les troubles neuro-ioniques de tout type. Là, il faut quand même faire un bilan hydroélectrolytique. Parfois, on est devant une hypernatrémie, l'hypercalémie. Il faut bien avoir une idée sur notre bilan hydroélectrolytique après la réhydratation de la première fois. Parfois, on oublie d'arrêter certaines thérapeutiques, surtout les diurétiques, les antihypertenseurs et les psychotropes. Comme on a dit, c'est des médicaments qui aggravent la situation de ces patients-là. Take home messages. Le coup de chaleur, c'est une pathologie circonstancielle rare, mais elle est grave. Les deux situations à risque, c'est les sujets fragilisés en période caniculaire, c'est le coup de chaleur classique, et les sujets jeunes au cours d'exercice physique, qui est le coup de chaleur d'exercice. Le diagnostic a évoqué devant toute hyperthermie supérieure à 40, associant des troubles neurologiques allant dans les tableaux les plus graves à une défaillance multiviscérale. Le refroidissement, c'est le traitement spécifique soit interne, soit externe, avec les mécanismes de conduction et convection. Et la prévention, c'est primordial. Je vous remercie et merci pour votre patience vu les Merci problèmes beaucoup, techniques. docteur.